Les fans de la chaîne le savent, avec Nolan, il y a un film sur deux que je trouve bon. Le prochain va être un chef-d'œuvre. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce vlog sur le tant attendu Odyssée de Christopher Nolan, attendu à la base mais aussi attendu au tournant récemment avec certaines polémiques un peu absurdes qui sont venues autour du truc. Si vous voulez avoir mon avis sur le reste des Nolan, j'ai fait des vlogs sur la plupart de ses derniers films et j'ai fait un Pourquoi j'ai raison, ils avaient tort sur le maximum de sa carrière, je crois que c'était avant la sortie de Interstellar. Et effectivement, depuis, j'ai quand même eu un petit peu de mal. Interstellar, j'ai pas aimé du tout. Je l'avais vu en projection 70 mm d'ailleurs au Grand Rex, et franchement, ça avait absolument rien changé. On y reviendra rapidement sur les formats, mais je ferai une vidéo sur les formats larges, IMAX, 65 mm, VistaVision, etc., etc. Des trucs qui reviennent beaucoup en ce moment, et on m'a demandé d'en faire une vidéo pour lancer un petit débat dessus. J'avais pas aimé Dunkerque du tout, et j'avais pas aimé du tout Tenet également, même si c'était bienvenu après cette période de confinement Covid où les cinémas avaient fermé, d'avoir un gros film comme ça en salle, le film m'avait pas vraiment plu. Par contre, j'avais beaucoup aimé Oppenheimer. Donc, voilà, je me disais, peut-être que cette fois-ci, il va encore faire un film que je vais bien apprécier, mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup que j'apprécie dans sa carrière. Il y a notamment The Dark Knight et Inception, qui pour moi est un chef-d'œuvre absolu. Dark Knight aussi est un chef-d'œuvre absolu en ce qui me concerne. Mais c'est vrai que, en dehors de ça, il n'y en a pas beaucoup de Nolan que j'aime énormément. Il revient donc adapter l'histoire d'Ulysse au cinéma. Comme dans le récit d'Homère, donc, Ulysse est perdu suite à la guerre de Troie et doit essayer de rentrer chez lui, où sa femme est assaillie par des prétendants qui l'obligent à se remarier afin d'hériter du trône d'Ithaque, avec son propre fils Télémaque qui attend également son retour, ou bien d'accéder au trône s'il devait lui succéder. Donc, on va donc suivre à la fois l'intrigue politique, petit face caméra, l'intrigue politique, c'est vraiment très politique, il y a une intrigue, mais c'est pas très politique non plus, et toutes les péripéties que Ulysse doit traverser pour revenir chez lui, sa rencontre avec diverses créatures mythologiques, avec Circé, avec Callisto, avec Athéna, etc., etc. Avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, je vais commencer vite fait par faire une petite dédicace, un petit coucou aux deux personnes que j'ai croisées en sortant de la salle. Un qui était spectateur et qui m'a surpris en discussion avec l'autre, qui lui travaillait dans le cinéma. Donc on a discuté pendant 10 minutes, 15 minutes avec les deux. J'avais beaucoup de choses à faire aujourd'hui, parce que ça va être le dernier vlog qui va être fait dans cet appartement. Normalement, si tout va bien, j'achète la semaine prochaine et je vais déménager bientôt. Donc je leur fais un petit coucou. Pour avoir un avis rapide, et avant de commencer à rentrer vraiment dans le vif du sujet, j'aurai un autre petit détour à faire. Mais pour avoir un avis rapide, non, c'est pas un film que j'ai spécialement apprécié du tout. C'est pas un film mal fait, bien sûr, parce que c'est du Christopher Nolan et il fait plutôt bien ses films. Mais ses gimmicks sont toujours aussi présents, il ne colle pas forcément à tous les récits qu'il a envie de faire. Je suis persuadé que Dunkerque aurait beaucoup mieux marché s'il avait raconté ça dans l'ordre chronologique plutôt que de faire des allers-retours constamment. Évidemment, il raconte ça dans le désordre parce qu'il est physiquement incapable de raconter un truc dans l'ordre chronologique. Et à mon sens, ça dessert un petit peu le film pour certaines raisons, notamment le fait que généralement les segments sont racontés par les narrateurs eux-mêmes et donc tu sais ce qui va leur arriver, donc ce qui retire un peu de l'enjeu à la scène. Et surtout, je considère que il est pas dans son domaine. La mythologie, les récits mystiques comme ça, c'est pas vraiment son délire. Le mec, c'est un mec qui est très cartésien, qui est très terre à terre. Il aime le réel plus que tout. La plupart de ses films sont sur la perception du réel et les déformations du réel. Ce qui va un petit peu rentrer en jeu ici, mais principalement, c'est un récit mythologique et fantastique, l'histoire de Ulysse. Et à mon sens, ça colle pas. Et on va voir dans certains points en quoi, à mon sens, il a un peu gâché un peu le truc. Ça manque grosso modo d'épique, je dirais. C'est-à-dire qu'il y a quelques passages avec effectivement des créatures mystiques et des trucs un peu incroyables à dépasser, mais c'est pas la majorité du film, et pourtant le film fait 2h50. Donc il y a quand même beaucoup plus du reste, et le reste c'est des nolanismes assez basiques, du genre tout expliqué, etc., etc. Le petit aparté que je veux faire avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est que s'il y a bien un truc qui ne rentre absolument pas en ligne de compte dans mon appréciation du film, c'est la grosse polémique qui est arrivé avant la sortie du film, qui a pratiquement été encouragé par le YouTube de droite, notamment anglophone. C'est cette polémique absurde autour de Lupita Nyong'o, castée en tant que Hélène de Troie, la plus belle femme du monde, et d'Elliot Page, casté en tant qu'un des soldats de Ulysse. Ils ont fait croire à tout le monde qu'il avait été casté en tant que Achille. Il n'est pas casté en tant que Achille. C'est pas le personnage qui joue. Achille n'apparaît pas dans le film d'ailleurs, en règle générale. Donc, ils ont évidemment monté le truc en épingle pour créer une polémique absurde sur le truc et essayer de casser le film, simplement parce que c'est dommage.
Nolan a enfin écouté certaines critiques qui disent notamment que les femmes sont très tertiaires dans ces scénarios, qui manquent parfois un petit peu de diversité, et donc il a foutu un casting assez divers, et donc il a décidé d'avoir un peu de diversité. Zendaya déjà est mixte, il me semble, je sais pas si elle est d'une nationalité spécifique en tant qu'origine, mais je crois qu'elle est mixte. Et évidemment, Lupita Nyong'o est une des actrices avec la peau la plus noire possible. Et puis, il a donc repris Elliot Page, qui avait déjà collaboré avec lui avant sa transition dans Inception, et il lui a donné du coup un rôle qui d'ailleurs est assez mineur. Et c'est ça qui est dingue, c'est la polémique a pris des proportions tellement dingues pour des personnages. Alors, Sinon, le personnage que joue Elliot Page, il apparaît 1 minute 30 dans le film, et Hélène 2-3 porte bien son nom, je vais la renommer Hélène 2-3 minutes, parce que c'est le temps de présence qu'elle a à l'écran. Hélène est présente 2 à 3 minutes dans le film. Et étant donné quand même qu'au niveau de la région géographique, on touche quand même le nord de l'Afrique, donc avec l'esclavagisme en plus, je vois pas ce qu'il y a de si surprenant que ça à avoir une personne de couleur dans le truc. Ça ne change absolument rien à l'histoire, et surtout, si vous y connaissez un tout petit peu en cinéma, moi je suis désolé, mais j'ai vu Elizabeth Taylor jouer Cléopâtre. J'ai vu John Wayne jouer Gengis Khan. J'ai vu Joel Edgerton jouer Ramsès avec pour mère Sigourney Weaver dans Exodus Gods and Kings de Ridley Scott. J'ai vu je ne sais plus quel acteur dans Gods of Egypt aussi à une époque, et je n'en ai jamais rien eu à foutre. Si vous n'en avez jamais rien à foutre de ces castings-là avant, pourquoi vous en avez quelque chose à foutre qu'on caste une nana noire pour le rôle d'Hélène de Troie? C'est totalement absurde. Cela dit, ça marche dans les deux sens. Moi, j'avais rien à redire sur le casting de Exodus, sur le casting de Gods of Egypt. Du coup, franchement, je m'en bats les couilles, quoi. Je m'en bats les couilles. Pour terminer avec ces polémiques à la con, il y a aussi beaucoup de gens qui se sont plaints que Nolan adapte le récit à partir d'une traduction qui a été faite récemment par une femme qui est féministe et qui aurait fait une traduction qui serait portée sur les femmes. En tout cas, c'est le discours qui est colporté par les groupes généralement de droite sur Internet, notamment le Critical Drinker qui fait son fonds de commerce là-dessus récemment, sur l'Odyssée. Pour un récit écrit par une féministe, c'est pas spécialement féministe. Il y a une ou deux revendications qui débarquent à certains moments, mais il y a même un moment où la revendication d'une nana, Circé en particulier, est clairement dénoncée comme étant fausse et comme étant une accusation trop générale et pas forcément juste envers les mecs, etc., etc. Il y a une réplique effectivement au moment où Pénélope dit que c'est quand même elle qui est sur le trône depuis des années, qu'elle gère le truc, pourquoi est-ce qu'il faudrait qu'il y ait un roi, etc., etc. Mais c'est très rapide, c'est vraiment une phrase vite fait. Donc pareil, il y a eu des controverses autour de ce truc-là pendant des mois, et franchement c'est rien dans le film, et ça ne change l'histoire en elle-même n'a absolument pas changé, on n'a pas d'un seul coup remplacé Ulysse par une meuf. Enfin, c'est que des polémiques absurdes, et vraiment, ne les ayez pas en tête en allant voir ce film, elles sont connes. Pour le reste, rentrons dans le vif du sujet avec des critiques qui sont plus pertinentes, j'espère en tout cas. C'est clairement pas un récit adapté pour Nolan, qui donc se concentre beaucoup plus sur le réel que sur le fantasque. Il suffit de voir Inception. Inception, beaucoup de gens l'ont comparé à Paprika à cause de la scène du miroir. Paprika, là, explore les rêves dans leur côté fantasque et absurde. Inception, c'est quand même ultra terre-à-terre, et c'est justement tout le délire, c'est de changer la réalité, c'est changer ta perception de la réalité. Lui, il est axé sur ça, il est axé sur le réel, Nolan. Et littéralement, le film commence par une phrase qui excuse un peu le truc, qui dit « en des temps d'apparence magique ». Et donc en fait, c'est ça le truc, le film manque un peu d'épique en règle générale, parce que quand il doit affronter une créature mythologique, il le traite pas en mode « oh là là, j'ai une créature mythologique à affronter, et je vais avoir une scène d'action, une scène de combat, un truc dans ce genre-là ». Il le gère comme un casse-tête stratégique à régler en fait. Le Cyclope, c'est pas un gros monstre qui te court après pour te bouffer, c'est bon alors comment est-ce qu'on fait pour essayer de le gruger? À tel moment il ouvre la porte, est-ce qu'on peut essayer de partir à ce moment-là? Combien de personnes vont devoir être sacrifiées si on essaie de partir à ce moment-là par rapport à ce moment-là? Et si on fait ça, et si on fait ça, et si on fait tel truc, et si on lui crève un œil, et si machin, etc. C'est ça en fait qu'il va aborder dans ce truc-là et qu'il apprécie dans ce truc-là, on va dire, c'est le côté comment est-ce que ce stratège militaire va gérer pour s'occuper de cette créature en fait. Ce qui est pas le truc le plus épique du monde non plus à voir quoi. Quand il va rencontrer Circé, pareil, tout le truc ça va être comment est-ce qu'il va essayer de négocier avec elle, comment est-ce qu'il va essayer de voir le truc, comment est-ce qu'il va essayer, etc., etc. Pour son voyage, il y a tout un moment où il va y avoir deux chemins qui vont s'offrir à lui. J'ai toujours pas compris comment est-ce qu'il raisonnait pour se faire le premier choix, qui a priori semble être le pire choix. Mais ce qui va intéresser Nolan, c'est justement qu'est-ce qui va le pousser à prendre cette décision stratégique. Comment est-ce qu'on va peser le pour et le contre pour savoir sur quelle voie est-ce qu'on va se mettre et sur quelle voie et quelle voie on essaye d'éviter du coup. Et par exemple, son retour, certains vont dire spoiler, mais le récit d'Ulysse, il est connu depuis des années, hein, donc son retour, ça va être
comment est-ce que je dois stratégiser mon retour? Comment est-ce que je dois gérer le truc pour pouvoir faire les choses correctement? Et comment est-ce que je dois gérer ça politiquement, par exemple? Qu'est-ce que j'ai le droit de faire? Qu'est-ce que j'ai pas le droit de faire? Qu'est-ce que mon fils peut faire, ne peut pas faire? Qu'est-ce que ma femme peut faire, ne peut pas faire? Etc., etc. Donc, il est axé vachement plus sur le côté intellectuel, stratégique, etc., etc., et pas vraiment sur le côté mystique, mythologique, impressionnant et épique du coup de la situation. Ce qui dessert un petit peu le film, à mon sens. Pareil, traditionnel chez Nolan, mais on explique absolument tout. Les 20 ou 25 premières minutes du film, c'est pourquoi est-ce qu'on est en guerre contre Troie, avec le truc de Hélène, bien sûr, mais par exemple, taxation des routes commerciales, le truc de Star Wars épisode 1, quoi, par exemple, il va te dire, ben voilà, c'est aussi pour ça qu'il a envie de faire la guerre aux dirigeants de Troie, qu'on ne voit jamais d'ailleurs. C'est parce que Agamemnon veut aussi gérer, du coup, ces différentes routes commerciales qui sont un peu bloquées par ce roi-là, et donc il veut gérer le truc aussi, quoi. Discussion avec sa femme sur pourquoi est-ce qu'il part, pourquoi est-ce qu'il essaie pas de se défiler du truc et d'esquiver, du coup, cette guerre. Pourquoi est-ce qu'il prend telle ou telle personne? Pourquoi est-ce qu'il prend pas telle ou telle personne? Qu'est-ce qui le pousse à faire telle ou telle décision? Pourquoi est-ce que Pénélope attend, par exemple, son retour? Est-ce qu'il lui a dit un truc particulier? Etc., etc. Tout ça, ça va vraiment être ce qui intéresse Nolan dans cette histoire, et donc, encore une fois, ça réduit l'épique, à mon sens, du film. Évidemment, du coup, il traite tout ça de façon extrêmement réaliste, ce qui peut avoir des avantages, ce qui a aussi des inconvénients. Avantage, on a beaucoup de décors réels, principalement. Tu vois que ça n'a pas été tourné sur du fond vert, contrairement à, par exemple, Vaiana, qui est sorti la semaine dernière, où beaucoup de gens ont accusé le truc d'être des fonds verts de partout. Là, non. On a vraiment tourné dans le coin, en tout cas. Il me semble que ça a tourné plus ou moins dans le coin de la Grèce. Il y a un maximum de décors réels, notamment la ville de Troie, qui, je pense, doit être une fausse perspective sur certains trucs. Je suis persuadé que les immeubles qui sont vraiment au loin, ils doivent faire ça littéralement dans le décor. On gruge, en fait, la perspective et la pression de profondeur. Je pense qu'il a géré le truc comme ça. Je suis pas sûr à 100%. Peut-être qu'il a fait des effets numériques, parce que il y en a aussi, mais on y viendra un petit peu après. La lumière est évidemment principalement naturelle. La lumière du soleil, la lumière des différentes torches qu'ils vont utiliser. Sans doute rehaussé un petit peu par-ci par-là quand même, mais ça a l'air d'être principalement de la lumière naturelle. Et notamment, le truc que je voudrais signaler, c'est que donc j'ai mis ma plus belle chemise bleue pour faire hommage à Nolan, puisque Nolan, il adore foutre des teintes un peu gris-bleu un peu partout. Il a clairement entendu les protestations par rapport à la sortie de la bande-annonce, parce que clairement, l'étalonnage a été complètement refait. Le film est beaucoup plus coloré à l'arrivée, au final, qu'il ne l'était dans les bandes-annonces. À moins que ce soit juste une impression qu'on avait dans la bande-annonce, parce qu'on avait une succession de plans plutôt gris, qui n'était pas forcément représentatif de tout le film, mais clairement j'ai eu l'impression qu'il y avait beaucoup plus de couleurs, beaucoup plus de tons un peu rouges, les peaux sont moins blanchâtres et blafardes qu'elles n'en avaient l'air dans les bandes annonces, et notamment j'avais entendu pas mal de gens dire que c'était à peine ensoleillé, à peine éclairé, et que du coup ça n'avait pas forcément l'air d'être tourné en Grèce. Si, enfin, il y a clairement du soleil assez tapant dans la plupart des scènes, je crois que la quasi-intégralité des scènes, et même quand il y en a pas, la lumière est étalonnée pour que ce soit vraiment plutôt pétant et que ce soit une lumière assez forte, quoi. Et notamment, il essaye de profiter au maximum de la plage dynamique offerte par la pellicule IMAX. Je me souviens notamment d'un plan où il y a le ciel qui est dans le plan. Ils sont en train de pousser les bateaux pour retourner en mer, et il y a des gouttes d'eau qui sont projetées du coup par les remous, par les mouvements de soldats, etc. Et ces gouttes captent la lumière du soleil et sont du coup extrêmement lumineuses. Mais elles se détachent quand même par rapport au ciel qui est au fond et qui est lui-même extrêmement lumineux. Donc il profite vraiment de cette plage dynamique. La dynamique, c'est l'écart entre la lumière la plus forte et l'ombre la plus totale. Et tu vois vraiment qu'il en profite pour essayer d'avoir la plage dynamique la plus occupée possible. Je pense que ça fera un très beau Blu-ray 4K pour ceux qui sont fans de Blu-ray 4K et de Dolby Vision et d'HDR et d'autres trucs dans ce genre-là. Moi, je considère que c'est une connerie, mais bon, peu importe. Il l'exploite à fond. Un truc que j'ai beaucoup aimé par contre, c'est qu'il y a tout un passage sur l'île de Circé où on voit tout un tas d'animaux parce qu'elle transforme plusieurs personnes en animaux différents. Et bordel, ça fait du bien, pour la première fois depuis au moins 10 ou 15 ans, de voir un animal réel à la caméra. Un vrai lion, un vrai puma, un vrai léopard, un vrai machin, etc. Ils ont tellement... Je crois que c'est par rapport aux règles de la... pas la SPA, mais l'équivalent de la SPA aux États-Unis, qui sont devenues beaucoup trop exigeantes par rapport au travail des animaux sur les plateaux. Et même les chiens, ils les font pas en réel. Le Crypto dans Superman et Supergirl de James Gunn, il est en CGI du début à la fin. Et ça fait juste du bien de voir un vrai animal à la caméra, en fait. Tu dis, ah, mais dis donc, en fait, ça passe beaucoup mieux, un vrai animal réel à la caméra, plutôt que les effets spéciaux. Même s'il y en a qui étaient très réussis dans certains films, notamment les cerfs dans Le Monde Après Nous, je crois que ça s'appelait, le film de Netflix. Ça fait du bien de voir des vrais animaux, pour une fois. Et puis, bien sûr, il essaye le plus possible de nous intégrer à l'action, intégrer dans l'univers, par le biais d'une caméra épaule. Une caméra épaule qui est donc quelque chose qui est documentaire et qui en principe transcrit une succession de réalisme.
augmenté encore plus par le fait que ce soit des caméras IMAX, qui est des caméras qu'il a développées spécifiquement pour ce film, pour qu'elles fassent le moins de bruit possible et qu'elles soient un peu plus légères, pour pouvoir être plus mobile dans l'action et pour pouvoir filmer des dialogues sans avoir le bruit du moteur de l'IMAX qui fout en l'air toute la bande son. Je dirais que c'est là qu'on commence à rentrer un petit peu dans les défauts du film aussi, c'est-à-dire que beaucoup des scènes d'action, notamment, sont filmées entièrement caméra à l'épaule, au cœur de l'action, avec un cadrage un peu chaotique qui essaye de suivre les personnages, qui essaye de suivre les actions, de montrer ce qui se passe, etc., etc. Et honnêtement, je dirais pas que j'ai eu du mal à suivre, mais c'est un peu brouillon par moment. Ce qui est aussi peut-être un effet qui est voulu. La shaky cam, en règle générale, au cinéma, c'est un effet qui est voulu pour retranscrire justement le chaos et l'aspect un peu brutal, par exemple, d'une scène d'action. Ça peut totalement être volontaire de sa part. Reste que, effectivement, c'est parfois un peu brouillon et parfois un petit peu difficile à lire. Parfois, ça aide aussi, effectivement, un petit peu à faire passer le réalisme. Dans la scène de combat, dans la forêt, par exemple, avec les géants, il y a tout un tas d'effets, par exemple, avec les arbres qui se mettent à bouger pour essayer de les emprisonner, etc. Ça passe bien dans une caméra documentaire en plus, quoi. Ça fait ressentir un petit peu plus le réalisme et t'as vraiment l'impression d'être au milieu du truc, ce qui est les faire chercher. Mais il y a aussi des moments où, effectivement, ça devient un peu brouillon et ça devient un petit peu moins utile, quoi. Pour ce qui est de l'IMAX, justement, je vous rappelle qu'il n'y a quasi aucune salle véritablement IMAX. Il y en a une qui vient d'ouvrir à Montpellier et c'est tout ce qu'il y a. Il y en a absolument aucune autre en France. Sinon, il faut aller en Belgique ou en Angleterre, je crois, et c'est quasi les seules salles véritablement IMAX en 1.43, donc le format quasi carré projeté sur un écran gigantesque. Donc je ne l'ai bien sûr pas vu en IMAX, je l'ai vu dans une salle relativement normale, on va dire, en cinémascope de 35. En ce qui me concerne, je vois vraiment pas ce que ça aurait ajouté d'avoir un peu de cadre en plus. Peut-être que pour certains, c'est plus impressionnant d'avoir ce genre de truc, mais le film reste le même film. Donc que ce soit tourné en cinémascope ou en 1.43, franchement, ça change pas grand-chose. Et comme le but est au final de recadrer l'image en cinémascope, il y a jamais une information aussi importante que ça qui est cachée dans ce qui a été recoupé au-dessus et en dessous, en fait. J'ai même envie de dire, ce genre de façon de recadrer, on est en train de faire un gros délire sur l'IMAX en mode c'est absolument génial de faire un truc comme ça. La quasi-totalité des films ont été tournés comme ça jusqu'à l'arrivée du numérique, on va dire, où en numérique on a commencé à vraiment avoir des caméras avec des capteurs 16 neuvième par exemple, certaines ont des capteurs 4 tiers à l'ancienne, mais beaucoup avaient des capteurs 16 neuvième, et avant qu'on soit en numérique, on tournait toujours en plein cadre pellicule, quelques rares exceptions, on avait des procédés un petit peu différents, genre Raymond Depardon, qui est un mec qui fait des documentaires, qui tourne en cinémascope, et comme il fait du documentaire et que la pellicule coûte cher, il a juste réglé sa caméra pour ne pas tourner toutes les 4 perforations de la pellicule 35 mm, mais toutes les 2 perforations, donc ça resserre le truc, ça fait du cinémascope, mais tu peux mettre plus d'images sur la même bande. C'était assez rare quand même. Il y avait des films qui faisaient de l'anamorphique. Là aussi, tu utilises la totalité du 35 mm, mais en compressant les rayons de lumière sur l'image. Donc, tu as une image qui est comprimée, en fait, en largeur sur ton 35 mm et qui est ensuite étendue à l'écran. Mais la plupart des films ne faisaient pas ces procédés-là parce qu'ils étaient généralement plus onéreux. En anamorphique, ça coûte plus cher, faut mettre plus de lumière, etc., etc. Le format 2 perf à la Raymond Depardon, c'était très économique, mais il y en a pas beaucoup qui le faisaient non plus. Généralement, on tournait sur la pellicule complète et ensuite on recadrait, parfois même directement à la projection. Les pellicules qui étaient envoyées au cinéma étaient imprimées sur la totalité du cadre, full frame, et on rajoutait des caches au-dessus et en dessous pour recadrer à la projection uniquement. Et ça servait notamment pour faire des films au format widescreen. À l'époque de la VHS et des premiers DVD, il y a des films qui étaient édités totalement décadrés dans la VHS ou le DVD. Donc tu voyais de l'image en plus, en 1.33, 1.43, c'est très légèrement plus resserré le 1.43. Quand il te manque le haut et le bas de l'image, c'est rien, c'est juste quelque chose qu'on t'a rajouté en plus dans certaines projections, mais en soi, le film il est fait pour fonctionner en cinémascope, quoi. Donc il n'y a rien de très important qui est gâché par ce recadrage. Donc en ce qui me concerne, si vous voulez savoir dans quoi est-ce qu'il faut regarder, s'il faut absolument le voir en salle IMAX, etc., rien à foutre, quoi. En salle IMAX, vous l'aurez en 1.90, donc un peu plus large, c'est presque 16 neuvième. Le 16 neuvième, c'est un 1.78, donc vous voyez, c'est vraiment pas très très loin. Mais là, notamment dans ce film, ça rajoute vraiment pas grand-chose. Il y a une séquence de dialogue entre Télémaque et Pénélope, où les plans sont assez rapprochés des personnages, et tu sens que la profondeur de champ est beaucoup plus exagérée autour d'eux qu'elle ne l'aurait été en 35 mm. Mais genre, c'est une scène qui m'a fait cet effet-là. Et je savais que le film était en IMAX, du coup j'ai cherché pendant tout le film s'il y avait des scènes où ça se sentait un petit peu plus. Mais généralement, sa profondeur de champ est sur l'infini en fait. Il fait le point sur l'infini pour que tout soit net dans le cadre. Donc le fait de tourner en IMAX ne rajoute absolument rien. Mais quand t'es en gros plan, il y a effectivement certains trucs où tu vois que le bokeh, donc le flou qui est derrière là, est beaucoup plus prononcé que s'il avait été en 35 mm normal, mais il faut vraiment avoir l'œil habitué au truc. En tant que spectateur lambda, je pense que vous remarquerez jamais si c'était tourné avec une lentille 35 mm ou une lentille IMAX 70 mm, quoi. Donc voilà pour l'IMAX. Et puis, dernier petit truc par rapport au réalisme, il a fait une petite entorse au réalisme tout de même, ce qui va nous amener ensuite vers le côté plus fantastique.
c'est le niveau de langage qui est beaucoup plus moderne. Je l'ai pas vu en VF, je l'ai vu en sous-titré, mais j'ai pas fait attention aux sous-titres, j'ai juste regardé le truc en VO. Et c'est vrai que je m'en étais pas rendu compte à la base, mais effectivement, quand en VO, t'as Tom Holland, donc Télémac, qui arrive et qui fait Daddy, j'y pensais pas, mais c'est vrai que Daddy, c'est un terme plus moderne. En principe, c'est Father. Et surtout, notamment dans des textes comme ça, mythologiques, antiques, t'essayes généralement d'avoir un niveau de langage un peu plus châtié, un peu comme quand on fait du Shakespeare, par exemple, des trucs dans ce genre-là. Shakespeare, ça vient avec le texte, il faut respecter le texte de Shakespeare lui-même, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Il y a ce côté plus noble, plus respectueux du langage, en principe, quand tu fais des péplums dans ce style-là. Et là, ils l'ont pas du tout. Donc le niveau de dialogue est beaucoup plus moderne. Honnêtement, pour moi, il y a pas vraiment de souci. Enfin, je tiens pas spécialement à ce que le mec dise father pendant tout le film, un truc dans ce genre-là. Peut-être que si je l'avais vu en VF, donc du coup ma langue naturelle, ça m'aurait plus marqué. Et là, comme ça, je dois avouer que non, bon, honnêtement, ça me dérange pas particulièrement. C'est pas comme s'il y avait des références contemporaines non plus dans le dialogue, quoi. C'est pas comme si d'un seul coup le mec se mettait à parler de Beyoncé ou je sais pas trop quoi. Non, c'est juste, on a un niveau de dialogue, un niveau de langage plus familier, plus commun, plus moderne. Mais en dehors de ça, je trouve que ça change pas grand-chose non plus. Malgré tout, il y a quelques petites entorses au réel dans le film, et notamment du surnaturel, généralement réalisé en CGI. C'est là le petit truc, c'est que quand tu fais de la communication en disant on va faire le maximum de trucs réels, etc. Oui, le tournage en décor réel, d'accord, très bien, mais si tu veux vraiment pousser le délire, j'espère que par exemple les décors sont effectivement des fausses perspectives quand il va à 3, que c'est des maquettes de plus en plus petites sur un truc. Il a déjà bossé avec les maquettes, notamment dans Inception, l'espèce de fort dans la neige, c'est entièrement une miniature. Pareil dans The Dark Knight, la course-poursuite avec la Batmobile, je crois qu'il y a une partie notamment dans le tunnel qui est de la miniature. Donc il a pu le faire pour ce qui est de 3. Il aurait pu aussi faire une animatronique pour le Cyclope qu'on affronte au début. Il aurait pu faire une espèce de grande marionnette, faire appel au Royal Deluxe par exemple. Le Royal Deluxe c'est une troupe de théâtre, mais qui est notamment connue pour faire des créatures absolument gigantesques qui vont faire partie de la pièce, de la représentation. Il y a tout un tas d'images de grandes poupées, de grands trucs par exemple qui sont utilisés par Royal Deluxe. Où il aurait pu faire des fausses perspectives, un peu comme dans Le Seigneur des Anneaux, par exemple, où on a les fausses perspectives entre les Hobbits et Gandalf, avec des personnages qui sont en fait pas à la même profondeur dans le cadre, mais avec des décors qui sont grugés pour te faire croire que c'est à la même profondeur. Il a rien fait de tout ça, il a fait des créatures en CGI. Le Cyclope, c'est un grand mec en CGI, en effets spéciaux. Il y a une autre créature dans le film à un moment qui est également réalisée en effets spéciaux. Le truc avec les arbres, je sais pas si c'est des effets spéciaux ou si c'est des effets pratiques sur le tournage, c'est possible que ce soit l'un ou l'autre. Et pendant également tout l'épisode de Circé, avec la métamorphose en cochon, il y a un petit mélange, là, pour le coup, qui passe pas trop mal. J'ai bien aimé toute cette séquence, honnêtement, qui est probablement le truc le plus étrange et onirique de l'affaire, parce qu'il y a effectivement donc une métamorphose d'un être humain vers un pourceau, donc, vers des porcs, mais il y a aussi tout un truc où le personnage de Circé semble être en train de resculpter leur visage et va passer ses mains et à chaque fois qu'elle passe une main, t'as une prothèse qui se rajoute ou un effet qui est modifié ou un truc qui est, etc. Et t'as vraiment l'impression qu'elle manipule leur visage comme de la glaise et leur corps et qu'elle les reforme par elle-même en fait comme une artiste quelque part. Et c'est là le côté un peu réel qu'il ajoute au côté fantasque et magique en règle générale du récit d'Ulysse. Et je trouvais que c'était une séquence qui passait pour le coup très très bien. Mais effectivement, si tu vas pousser le délire en mode on a tout fait en réel, etc., faut aller jusqu'au bout et tu fais ces créatures mythologiques avec des méthodes. Il aurait pu faire du stop motion aussi, par exemple. Ça aussi, ça aurait été un truc où on a filmé du réel, par exemple, mais non, il a juste fait une créature en CGI. Donc, c'est bon. Alors, il y a clairement un gros effort sur le réalisme dans tout le reste du film. Je vais pas cracher dans la soupe. Mais quand tu me dis que tu vas faire un péplum avec le maximum de trucs en image réelle, le truc sur lequel je vais tomber en admiration, c'est pas, oh là là, il descend une vraie voile sur un vrai bateau qui est vraiment en train de naviguer sur de la vraie mer avec des vraies rames dans l'eau, etc. Non, c'est pas ça qui m'impressionne et que je trouve cool dans le fait de tourner des trucs en réel, quoi. Un petit truc aussi, c'est les enfers les plus chiants que j'ai jamais vus dans un film. Tourner en décor réel, c'est cool, mais du coup, il y a pas grand-chose de particulièrement impressionnant dans le truc. Et je crois que l'effet du personnage qui sort de la terre, là, il l'a un petit peu raté. Comme j'avais dit dans la bande-annonce, on voyait bien les bords de la fosse dans laquelle était enfoncé le personnage pour avoir l'impression de sortir de la terre, etc. Et je crois qu'il a vu qu'il l'avait raté parce qu'il a quasiment tout coupé du film. Enfin, tu as très rares plans, ils sont généralement très rapprochés du personnage, parce que je pense que l'effet marchait pas. Un petit détail à ce niveau-là, il y a un twist particulier autour du personnage qui est joué par Zendaya, Athena. Je vais pas vous le révéler, mais je vais faire une petite section spoiler parce que je pense que ça s'applique aussi à d'autres éléments du film. Donc pour ceux qui veulent le savoir, qui ont déjà vu le film, je voudrais développer un petit peu dans cette section spoiler. J'ai trouvé assez intéressant, parce que c'est vraiment le truc auquel je m'attendais pas dans le film, que tout à la fin, quand on a le flashback final sur la prise d'assaut de Troie
qu'on réalise que c'est du coup le traumatisme absolu du personnage de Ulysse et que c'est pour ça qu'il a eu du mal à revenir. Il a quelque part un peu perdu foi en l'humanité, en les hommes, etc. Peut-être même en ses propres hommes. On nous révèle que le personnage de Zendaya, c'est une Troyenne en fait. C'est une des habitantes de Troie qui a été tuée dans cet élan de barbarie absolue des soldats d'Ulysse qui avaient vécu 10 ans sur une putain de plage à essayer de prendre cette ville et qui avaient 10 ans de colère et de stress et de frustration et de survie à évacué pendant cet assaut final. Et donc tu comprends que le personnage d'Athéna qu'il voit depuis le début, qu'il le juge notamment sur pas mal des trucs, est en fait le figment de son imagination en fait. Il a imaginé depuis le début et c'est un petit peu sa conscience qui lui parle. Et je crois que ce que Nolan essaye de nous dire, c'est qu'en gros c'est sa pirouette pour faire de la mythologie alors qu'il aime bien traiter le réel. C'est qu'en gros il essaie de nous expliquer que depuis le début, et il aime bien parler du réel du coup, de comment est-ce qu'on perçoit le réel. Et en fait il nous révèle à la fin que le réel était le fantasme d'Ulysse. Et je pense qu'en fait, dans sa tête, il nous explique avec ce twist que rien de ce qu'on a vu de surnaturel n'est réel en fait. Le Cyclope, c'est la culpabilité d'Ulysse après ce qui vient de se passer à Troie en plus. C'est son hubris aussi, c'est à quel point il a pété plus haut que son cul, pour le dire pour ceux qui ne comprennent pas le mot hubris. Son orgueil, qui est métaphorisé par cette créature, qui va buter certains de ses soldats, comme il y en a certains qui sont morts du coup pendant l'assaut de Troie, un peu par sa faute, et donc je pense qu'en fait il se projette presque sur le Cyclope. Je me demande même, faudrait voir les making-of, c'est pas impossible qu'ils aient basé une partie du visage du Cyclope sur le visage de Matt Damon lui-même, pour essayer de faire passer le truc au niveau métaphorique. Mais je pense que c'est ça. Le passage sur Circé avec les soldats changeant en pourceaux, c'est justement tout ce côté, la bestialité de ces soldats qui prend du coup une forme réelle dans ce passage-là. Alors je sais pas ce qui s'est passé, s'il y a vraiment par exemple une personne qu'ils ont agressé ou un truc dans ce genre-là, ou si c'est juste le fait de les voir bouffer d'une certaine façon qui lui a donné cette impression-là. Mais clairement, ça a l'air du coup d'être aussi suggéré et métaphorique, ça a pas l'air d'être un truc forcément réel. Et je pense que Callisto, donc la nana qui la retient du coup sur une île pendant des années, en fait, c'est la culpabilité de Ulysse par rapport à la mort de tout son équipage, par rapport à ce qu'il leur a fait faire avant qu'il ne meure, etc., par rapport à son hubris, qu'il essaye de gérer en fait pendant 7 ans, et c'est pour ça qu'il finit enfin par recouvrer la mémoire, qu'il finit enfin par partir au bout d'un moment. Et je pense qu'en fait c'est ça le twist révélé par Zendaya étant une Troyenne en vérité, c'est que en fait tout ce qu'on a vu de mythologique c'était dans sa tête, c'est lui qui métaphorise des trucs pour essayer de gérer son traumatisme après la guerre de Troie quoi. Les sirènes aussi sont un truc dans ce genre-là et notamment il fait tout un discours pour littéralement expliquer ce qu'elles représentent en fait. Quand il explique que le cri des sirènes c'était à la fois ce que tu voulais atteindre mais ce que tu avais déjà et que tu avais perdu, est-ce que machin etc. Il explique en gros que même ça c'est un truc psychologique en fait. C'est à nouveau le personnage qui se fait des films et qui fait sa psychothérapie en fait avec les éléments mythologiques de l'histoire. Voilà donc pour la fin de cette édition spoiler. Quoi qu'il en soit, en ce qui concerne ces éléments mythologiques et magiques, le truc c'est qu'il n'y en a pas assez. Le film fait 2h50, au total il doit y avoir 10 minutes d'éléments magiques, pour un récit qui est quasiment entièrement centré autour des péripéties magiques qu'a rencontré Ulysse sur le chemin pour rentrer chez lui. Ça fait peu quand même, c'est très très limité. Je pense à un truc d'ailleurs, mais je crois que le plan large qu'il y a dans la bande-annonce, où on voit le tourbillon dans lequel le bateau pourrait être aspiré à un moment, il me semble qu'il est pas dans le film. Ce qui veut dire que même cet élément qui est particulièrement mythologique, qui est un siphon dans l'eau, quoi, enfin un maelstrom, je crois qu'on appelle ça, on le voit quasiment pas à l'image en fait. Il essaye vraiment de cacher le plus possible les éléments surnaturels. Typiquement, une astuce pour avoir le moins de surnaturel possible, le Cyclope est dans l'ombre la majeure partie du temps. Quand il rentre dans sa caverne, en fait, il referme la porte avec une pierre, ce qui fait qu'il n'y a plus du tout de lumière, donc tu le vois quasiment pas, ou tu vois juste une main qui apparaît ou un truc dans ce genre-là. Donc en fait, il fait en sorte que l'élément surnaturel soit le moins possible dans son cadre, en fait. Et c'est ça le truc, il a retiré un peu de la sève de ce récit aussi, quoi, un peu de l'épique, mais aussi beaucoup du magique, qui font le péplum. Quand tu vas voir un péplum, quand tu regardes par exemple, si on prend le choc des titans, alors pas le remake de merde qui a été fait avec Sam Worthington, mais la version des années 80 et quelques, je crois que c'est 86, 84, un truc dans ce genre-là, tu vas le voir pour voir l'animatronique de Harryhausen, tu veux voir les créatures, tu veux voir des affrontements avec des demi-dieux, etc., etc. Là, effectivement, c'est ce qui manque dans ce film. Il a réduit l'histoire, vraiment, ces éléments les plus concrets et réels possibles. Et à mon sens, ça fait disparaître beaucoup de l'intérêt de l'histoire. Tout autant que, autre grand nolanisme, le récit désordonné. Le film va changer de narrateur au fur et à mesure, c'est-à-dire qu'en fait, on va commencer par exemple avec... je sais plus quel est ce rappeur, il me semble qu'il est assez connu, mais qui va commencer à raconter un poème, une chanson d'Ulysse,
Il est pas là pendant tout le film. Il y a des gens qui pensaient qu'il faisait de la narration pendant absolument tout le film. Non, c'est pas le cas. Par contre, à quasi chaque scène, tu vas rencontrer un nouveau narrateur qui va raconter la partie d'histoire qu'il a vécue, pas forcément dans l'ordre, et chacun va te faire un petit flashback sur son petit truc. C'est par exemple, tu vas commencer avec des allers-retours entre Télémaque qui gère les prétendants et ce qui s'est passé avant le départ d'Ulysse, qui explique pourquoi est-ce qu'il y a tous ces prétendants ici, comment est-ce qu'il leur a dit qu'il fallait gérer, etc., etc. Et quasi en parallèle, je crois, ou en tout cas un tout petit peu après, tu vas avoir Ulysse qui parle à Calypso et qui va raconter de son point de vue la guerre de Troie, comment est-ce qu'il a pris Troie, notamment avec le cheval. C'est je crois que le premier gros élément épique qui est dans le truc, c'est tout le truc du cheval de Troie, qui va pas être raconté en entier. Cela dit, on va y revenir à un autre moment dans le film. Et donc en fait, à chaque fois qu'on te raconte une histoire, tu sais que le personnage a survécu en fait. Et je dirais qu'avant le dernier flashback à la fin du film, t'as même pas véritablement de payoff émotionnel pour véritablement comprendre ce qui se passe. C'est juste, on te raconte ce qui s'est passé là, puis ce qui s'est passé là, ce qui s'est passé là, et on espère que tu retiens tout pour que, à la fin, quand il va te faire un petit twist, tout prenne du sens. C'est tout ce dont j'ai parlé dans la section spoiler que vous avez peut-être sauté là juste avant. Mais du coup, en tant que tel, en tant que narration à vivre, c'est pas très prenant, ça marche pas des masses, je trouve, et surtout, t'as quasiment jamais d'angoisse pour les personnages, quoi. Même si elle peut être aidée par deux éléments sur lesquels on va revenir, la musique et le jeu d'acteur. Parce qu'au niveau de la musique, il y a beaucoup de scènes qui vont avoir une montée crescendo de l'intensité de la musique pour te faire sentir du coup la montée de la tension, et ça va marchouiller par moment. Il y a que deux scènes, je crois vraiment, qui en font totalement usage. La prise de Troie et je ne sais plus quel est l'autre moment dans le film, mais il y en a un deuxième. Et on va avoir les percussions qui vont s'accélérer, le son qui va monter, etc., etc. À ce niveau-là, c'est plutôt pas mal. J'espère d'ailleurs que vous aurez une salle avec un système sonore absolument nickel, parce que nous, il n'était pas absolument parfait, et notamment sur certaines scènes avec des sons très profonds, des gros grondements. Je peux vous dire que le caisson de basse, il en a chié, hein. Ça fait des avec un petit écrêtement à certains moments. Ça l'a fait sur une scène seulement, mais on l'a bien senti dans la salle que le caisson de basse, il était pas au niveau. La musique est intéressante à ce niveau-là parce qu'il y a un mélange à la fois d'instruments d'époque. Tu sens qu'il y a des flûtes, des violons, des trucs dans ce genre-là, des instruments avant à bois à cordes. En règle générale, je vais pas te nommer un instrument précis, mais des instruments à bois avant à cordes qui sont plutôt d'époque. Tu sens que c'est pas le son traditionnel auquel t'es habitué. Ce qui me rappelle un petit peu à ce niveau-là le Roi Arthur qui avait été fait par Guy Ritchie, qui était très cool à ce niveau-là, au niveau de la musique, extraordinaire. Là, je dirais pas que c'est extraordinaire, mais il y a ce mélange d'instruments d'époque, des chœurs, parce que c'était très courant dans le théâtre antique d'avoir des chœurs qui généralement te racontent l'histoire aussi, mais là du coup on les intègre au niveau de la musique et ça fait une narration émotionnelle du coup à travers la musique, avec des chœurs soit uniquement de femmes, soit uniquement d'hommes en fonction des scènes. J'ai pas noté quelle scène c'était d'ailleurs, ça serait peut-être intéressant de voir lesquelles ont des chœurs d'hommes et lesquelles ont des chœurs de femmes, il y a peut-être un propos différent en fonction de la scène. Et des sonorités un peu plus modernes, notamment au niveau des percussions, et notamment le passage qui était marquant, c'était quand on arrivait chez Hadès. Je savais que j'avais eu du mal. Quand j'ai pris mes notes, je me suis dit comment est-ce que j'essaye de décrire ce son. C'est des sortes de sons de laser. Enfin, en tout cas, des sons très électro qui vont arriver pendant tout le passage qui est dans les enfers et qui sont du coup assez particuliers. Mais la musique était cool en tout cas à ce niveau-là. Et les acteurs, tu sens qu'ils sont tous ultra heureux d'être dans un film de Christopher Nolan et qui se donnent à fond. Honnêtement, tous, vraiment. Matt Damon, il est à fond. Tom Holland, tu vois aussi qu'il joue à fond et qu'il essaye de faire la meilleure performance possible. Anne Hathaway, bluffante et magnifique dans beaucoup de trucs. Robert Pattinson, il a jamais aussi bien joué le trou du cul. Il est détestable et méprisable pendant tout le film. T'as vraiment envie de le voir mourir dans les scènes de fin. Lupita Nyong'o, Zendaya, Charlize Theron, Charlize Theron, c'est comme ça que ça se prononce. John Bernthal, John Leguizamo aussi. Samantha Morton, Mia Goth, je savais même pas qu'elle était dedans par exemple. Tout le monde est au max pour essayer de faire la meilleure performance possible pour Christopher Nolan et ils s'en sont tous très très bien sortis. Donc c'est aussi le truc qui aide à vendre le film, c'est que les performances sont vraiment super bonnes, quoi, irréprochables. Je passe un petit peu en revue mes notes pour voir si j'ai oublié quelque chose en particulier. Il y a beaucoup de gens qui se sont plaints au niveau des tuniques et des tenues en règle générale. Je m'attendais pas à avoir des trucs particulièrement chargés de mini-reliefs et de petites sculptures et tout dans ce genre-là parce que c'est Nolan et Nolan fait du minimalisme. C'est aussi un truc qui va chercher avec le réalisme. Nolan, c'est pas un mec des fioritures. Donc évidemment qu'il avait redesigné toutes les armures pour faire des trucs beaucoup plus minimalistes. Donc, et j'ai pas de souci avec ces armures en règle générale dans le film. Je trouve que tout passe très très bien. J'aime bien le fait que l'armure de Agamemnon soit aussi différente. C'est l'armure qu'on a tous dit, c'est l'armure Dark Knight. Mais du coup, ça montre que c'est le roi, ça montre que c'est un personnage différent de tout le monde parce que son armure est un peu au-delà de tout le monde. Quelque part, c'est peut-être même... Non, je peux pas le dire, c'était ce qu'il y avait dans le spoiler. Mais peut-être que c'est un rapport à ce que j'ai dit dans les spoilers, du coup. Mais par contre, les géants ont une armure en argent
qui fait tellement fake, t'as l'impression que c'est un costume de Star Trek. Tu vois tellement que c'est un truc en mousse et que ça split partout, etc. Enfin, c'est le truc le plus raté du film, c'est l'armure des géants dans la forêt. Il y a pas beaucoup de plans qui m'ont vraiment marqué visuellement, alors que c'est vrai que Nolan, généralement, il essaie de faire au moins quelques plans qui sont particulièrement impressionnants. Il y a un plan qui est très beau, c'est l'ouverture des portes de Troie avec Agamemnon pile poil au centre de l'arche, parfaitement cadré, centré au milieu, et ensuite l'armée qui défile derrière lui. Le plan, là, pour le coup, il est magnifique, mais dans des petits plans qui sont presque juste un plan d'illustration qui n'a pas d'utilité en soi, il y a une petite crique dans laquelle ils vont pour aller voir Circé, et ça fait vraiment, t'as des petites montagnes, et puis un renfoncement un petit peu en rond, en fait, avec une colline qui monte verdoyante. Et il a filmé ça au moment où il y a un nuage qui passe, et du coup tu vois la lumière qui arrive au fur et à mesure sur ce décor. Très très joli, c'était très poétique dans ce plan-là, ça marchait super bien. Pareil, un plan qui a du sens en termes de mise en scène, il y en a pas des masses non plus, je dirais, dans le film, mais il y a toute la discussion entre Pénélope et comment il s'appelle, Antinos, c'est ça? Je sais pas comment faut prononcer le double O derrière, mais on va dire Antinos, peut-être Antinous. Et il est entièrement filmé à travers la tapisserie qui est en train de tisser Pénélope, qui a été remplacée par son voile mortuaire, en tout genre là, pour le voile de son mari pour l'enterrement. Il me semble que c'est une tapisserie normale dans le film d'origine, donc c'est peut-être dans l'histoire d'origine, pardon, de Homer. Donc c'est peut-être son petit changement dans le truc, c'est il en a fait son voile funéraire pour ça symbolise plus la mort du coup d'Ulysse et donc le fait qu'elle soit obligée de passer à autre chose. Et donc oui, toute cette discussion est faite à travers la tapisserie parce que ça montre le fantôme d'Ulysse qui plane au-dessus de l'histoire, en fait. Les personnages qui sont en train de parler d'Ulysse pendant qu'il est absent, et l'idée de sa mort, avec donc ce voile funéraire qu'elle est en train de tisser, passe par le fait que tous ces fils soient au premier plan, avant les personnages qui sont en train donc de discuter de Ulysse. Ça, c'était un plan que j'ai trouvé plutôt cool en termes de mise en scène. Petit truc sympa aussi, quand les personnages vont passer les sirènes, et que quand ils se mettent de la cire dans les oreilles, le son se bouche en stéréo, justement. Enfin, quand ils bougent cette oreille-là, c'est le son de ce côté-là qui se bouge. Quand ils se bougent celle-là, c'est ce côté-là qui se bouge. Et du coup, ça t'aide à rentrer un petit peu avec les personnages dans la scène. C'est un petit effet qui, je crois qu'il travaillait jamais beaucoup le son, Nolan. Et là, pour le coup, dans ce truc-là, ça marchait plutôt bien. Autant que la scène de tempête, qui est la grosse tempête qui s'abat sur ces soldats après qu'ils aient fait vraiment une grosse connerie dans le trajet du retour. La tempête est vraiment très très violente et tu le sens notamment au niveau du mixage son. Les enceintes ont craché leurs poumons pendant la scène de tempête, avec le bruit du vent, le grondement de la mer, le grondement de l'orage, etc. C'était au maximum. J'espère que vous serez pas dans une salle qui a le son réglé trop fort pendant cette scène-là, parce que ça pourrait être une scène qui vous rend sourd. Nous, c'était juste pile poil au bon niveau, et c'était la scène grandiose quelque part du film. Et la scène grandiose, c'est une tempête, quoi. C'est vraiment, c'est pas le truc le plus mythologique possible. Et enfin, je vais terminer avec une des dernières phrases qui est prononcée dans le film, qui peut-être explique pourquoi est-ce qu'il a choisi ce récit-là en particulier. Je pense qu'il a échoué dans sa volonté, mais il y a une phrase à la fin qui est « Abandonne le combat, abandonne le contrôle et laisse-toi vivre ». Et j'ai l'impression que ça colle un petit peu à sa décision de partir dans un récit mythologique, de genre abandonne le contrôle, laisse-toi aller à quelque chose de plus fantasmagorique, de plus imaginaire, arrête de te coller trop au réel et adresse-toi un peu à du mythologique. Malgré tout, avec tout ce que je vous ai dit dans le reste de la vidéo, à mon sens, il a un peu raté son pari à ce niveau-là, mais je crois que l'intention du film est citée à ce niveau-là, et c'est pour ça qu'il est parti dans ce sujet-là, qui à la base ne lui va pas du tout. J'ai jamais compris pourquoi est-ce qu'il était parti là-dessus. Je crois que je comprends avec cette phrase-là. C'est une tentative de laisser aller, de lâcher prise de la part de Nolan, de se dire, je vais essayer de décoller du réel et partir un peu plus dans le magique. Tu sens qu'on ne se refait pas. Les gens ne changent pas, malheureusement, mais au moins il a essayé, et au moins je lui reconnaîtrais ça. C'est pas du tout le pire film de Christopher Nolan. Ça reste net à mon sens. Mais clairement, c'est pas un film que j'ai envie de revoir le moins du monde. C'est la même chose pour Interstellar, c'est la même chose pour Dunkerque. Mais par exemple, Dunkerque et Tenet, c'est vraiment parce que j'aime pas le film. Je trouve que c'est mauvais, j'y arrive pas, j'apprécie pas le truc. Là, c'est juste, c'est très quelconque et je m'en fous en fait. Et notamment, en tant que personne qui apprécie pas trop mal les péplums, je suis pas non plus le plus gros consommateur de péplum du monde, mais c'est un style que j'aime bien, notamment j'ai beaucoup aimé voir le Cléopâtre de Elizabeth Taylor. À ce niveau-là, moi j'ai rien à aller chercher dedans. Si vous aimez bien le genre péplum, je pense pas que ce soit le meilleur péplum que vous ayez vu de votre vie. En partie à cause de certains choix de réalisation, le côté trop documentaire, le fait de faire l'impasse le plus possible sur les éléments mythologiques. C'est un film que je reverrai pas parce que je m'en fous en fait. C'est pas que c'est mauvais, c'est juste je m'en fous. Donc c'est pas le pire Nolan, mais j'espère vraiment que le prochain sera bien au-dessus de ça parce que non, là à mon sens c'est pas terrible. Et je me suis demandé en sortant de la salle, est-ce que c'était juste moi en fait? Parce que je sais que j'ai du mal avec Nolan à la base. Beaucoup de gens m'ont toujours reproché d'avoir pas aimé Interstellar et d'avoir pas aimé Dunkerque. Tenet, les gens sont plus relax à ce niveau-là, mais on m'a beaucoup reproché de pas aimer Interstellar et Dunkerque. Et du coup, en sortant de la salle, je me dis, est-ce que c'est moi, quoi? Est-ce que c'est mes griefs de base par rapport à Nolan qui ont trop joué dans le truc? Et du coup, quand j'ai croisé un autre fan de la chaîne qui est sorti du truc
et que la première chose qu'il m'a dit en voyant, c'est on est d'accord que le film, c'est pas très... Et j'ai fait « Merci, merci, j'avais peur d'être le seul, on est d'accord, c'est très moyen, c'est vraiment très très moyen. » À vous de faire votre choix, ça reste du grand spectacle sur grand écran, peut-être en IMAX si vous avez envie, mais franchement à mon sens ça sert pas à grand chose, mais si vous voulez vous faire le délire de... S'il y a un film dans lequel tu seras content de payer tes 15 ou 20 euros de place de ciné avec le supplément grand écran, IMAX, Dolby, etc., ce sera a priori celui-là, quoi. Ça reste un grand récit, ça fait 3 heures, il y a quelques éléments un petit peu mythologiques et un petit peu impressionnants. Je trouve qu'il y a quand même un manque de grandiose, un manque même par exemple de rapport d'échelle par rapport au Cyclope, il a pas l'air si géant que ça, tu te sens pas très dépassé par le personnage, généralement en plus il le cache derrière des arbres et tout dans le jeu, je vous dis il cache le plus possible le mythologique. Mais je pense qu'il y a quand même moyen de passer un bon moment en salle. Juste, à mon sens, n'attendez pas à sortir avec en vous disant c'est le meilleur Nolan que j'ai vu de ma vie, quoi. Mais en ce qui concerne Nolan, je suis parfois très détaché de la vie générale, donc on sait jamais. C'est à vous de me dire, c'est à vous d'essayer. Allez voir dans les commentaires, dites-moi ce que vous en avez pensé si vous l'avez vu. Et puis, je vous retrouverai du coup dans un nouveau décor pour le prochain vlog qui sera Spider-Man Brand New Day dans un brand new appartement. Le symbolisme est parfait et vous voulez une touche de symbolisme parfait en plus. Le premier vlog que j'ai tourné pour la chaîne dans cet appartement, c'était pour The Dark Knight Rises de Christopher Nolan. Le dernier vlog que je tourne dans cet appartement, c'est pour l'Odyssée de Christopher Nolan. Le symbolisme est parfait. Il est absolument parfait. Donc voilà, c'est la dernière fois que vous verrez ce décor dans un vlog. Vous le verrez dans une autre vidéo que je vais préparer à la fin de cette semaine pour pouvoir la sortir pendant la semaine de déménagement. Ce sera la semaine où je serai en train de faire tout un tas de trucs, de commander plein de meubles, etc. Donc j'aurai pas le temps de faire une vidéo à ce moment-là, mais je vous préparerai une vidéo qui sera donc sur les formats larges au cinéma, notamment à l'heure actuelle. Donc un petit débat que j'essaierai d'ouvrir à ce niveau-là avec vous. Donc c'est le moment justement d'en parler avec Nolan qui sort son film en IMAX. Si vous allez le voir en IMAX, prenez des notes peut-être pour la vidéo. Et puis ensuite on sera parti pour une nouvelle aventure dans un nouveau décor. C'est quelque part, dernier symbolisme très joli. Je termine du coup sur l'Odyssée, alors que justement je viens de terminer enfin ma quête pour trouver mon chez-moi qui a duré aussi plus de 20 ans. ça fait 15 ans que je suis dans cet appartement-là et que je cherche à déménager parce que j'ai presque voulu déménager dès le début. Donc moi aussi, j'arrive au bout de ma quête pour rentrer chez moi, tout comme Ulysse dans l'histoire. Qu'est-ce que c'est beau. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao.